Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture. Ça fait une éternité que j'en ai pas fait puisque tout simplement quand je suis à des périodes où je fais des vlogs, comme je parle de beaucoup de livres dans les vlogs, les avis lecture sont du coup espacés. Je vous retrouve pour mes 5 dernières lectures et cette semaine, comme vous pouvez le constater, logiquement il y aura 2 vidéos puisqu'aujourd'hui nous sommes mercredi et donc il y aura logiquement un book haul dimanche. On va commencer par les romans et on finira par 2 romans graphiques. Il y a certaines lectures que j'ai finies tout début mai, c'est-à-dire notamment celle-ci que j'ai fini le 3 mai, donc je vais essayer de vous en parler au mieux. Je vais donc vous parler de Vilaine de Robin Benway, publié chez Hachette Heroes, que j'ai reçu de la part des éditions Hachette Heroes. C'est une toute nouvelle collection qui s'appelle Dark Ascension et où je crois qu'ils vont publier des livres sur les méchants Disney qui expliquent un petit peu le pourquoi ils sont devenus méchants. Donc on suit un petit peu leur enfance et le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils deviennent méchants. Et donc ce tome-ci est axé sur les demi-sœurs de Cendrillon, donc Javotte et Anastasie. Disney que j'adore, vraiment en termes de Disney avec des princesses à l'ancienne, parce que sinon plus récent ça reste Réponse mon favori, mais à l'ancienne c'est vraiment Cendrillon l'un de mes préfs, en partie parce qu'il y a des petites souris, on va pas se mentir, mais aussi parce que j'adore les méchants qu'ils ont fait. J'adore Anastasie et Javotte, j'adore Madame de Trémène, j'aime trop l'intrigue de Cendrillon et donc j'avais vraiment très hâte de lire celui-ci et quand je l'ai reçu il a fait partie de mes premières lectures. On va suivre la vie au château avec Javotte, Anastasie, Madame de Trémène et même Cendrillon qui est déjà à leur service. Donc comme au début du conte, le père de Cendrillon est mort et Cendrillon est plus ou moins déjà un peu la boniche, l'esclave de la famille, mais à ce moment-là Javotte et Anastasie ne se comportent pas totalement méchamment avec Cendrillon comme on le voit dans le Disney, parce que on est sur le avant du conte. Tout l'intérêt du livre c'est de découvrir pourquoi tout le monde est odieux comme ça avec elle. Ce qui est rigolo c'est que pendant ma lecture j'en avais oublié qu'on était avant, ce qui fait que forcément l'intérêt de ce livre là c'est de savoir pourquoi elles sont devenues comme ça. Donc on n'a pas de happy end puisque à la fin on a le pourquoi du comment. Aujourd'hui on les trouve telles qu'elles sont dans le Disney, donc on n'a pas de happy end et c'était horrible parce que tout au long de ma lecture j'étais en mode, j'étais à fond avec elles, j'étais trop contente pour Anastasie et Javotte, j'avais trop envie qu'elles aient leur happy end, mais c'était pas possible en fait dans le contexte de ce livre, c'est pas possible et du coup on se retrouve à la fin en disant on croise les doigts pour que ça se passe bien, on croise les doigts et non parce que on sait que au moment du conte c'est Anastasie et Javotte, les deux pestes qui ont une vie absolument horrible. Donc voilà, on va suivre Anastasie et Javotte, deux personnages que j'ai adoré redécouvrir dans ce conte. On apprend en fait à découvrir leur personnalité différemment. On découvre Madame de Trémène qui est pour le coup elle tout aussi affreuse que dans le Disney, vraiment elle fait froid dans le dos. On se dit qu'avec une mère comme ça on s'en sortirait pas forcément mieux qu'elle. Voilà, mais on va suivre ces deux jeunes filles qui avaient des aspirations, qui avaient des rêves. Javotte qui avait un côté très scientifique, attrait pour les étoiles, etc. et qui était très sympa à suivre. Anastasie qui a un côté beaucoup plus fleur bleue, qui rêve de trouver le grand amour. Et voilà, on suit leurs deux histoires, leurs secrets, la relation de grande sœur de Javotte qui a envie de protéger Anastasie, mais c'est pas facile dans cette famille complètement dysfonctionnelle. Et puis Madame de Trémène qui est toujours aussi odieuse. On apprend à connaître Cendrillon différemment. Ça reste un roman qui est assez court, qui fait 280 pages. Adoré, vraiment j'ai passé un trop bon moment de lecture jusqu'à la fin où je me disais j'espère trop que ça va bien se passer et voilà, comme je vous disais c'est un peu impossible dans ce genre de livre. J'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est très cohérent et que ça rajoute de la profondeur aux personnages qu'on connaît. En fait ça ajoute une dimension, c'est ça que j'adore en fait quand c'est fait avec les méchants et c'est ce que j'avais adoré avec le tome notamment Levana dans les Chroniques lunaires, quand vraiment on a un tome comme ça sur les méchants qui retrace le passé du méchant jusqu'au présent, où vraiment j'ai l'impression que maintenant, j'ai pas revu Cendrillon depuis que j'ai lu ça, mais je pourrais grave les voir différemment en fait, le dire, alors qu'en fait ça n'a aucun lien, enfin la personne qui a écrit ce livre, elle a aucun lien avec ce qui a été fait dans le Disney, ça reste son imagination et sa vision à elle, mais n'empêche que demain si je revois Cendrillon, je pourrais pas m'empêcher de me dire ouais mais Anastasie elle avait ci en tête et Javotte elle voulait faire ça et il leur est arrivé ci. C'est évident que j'aurai un autre regard sur le conte et voilà, ça a été très bien fait pour moi, j'ai trop hâte de voir d'autres tomes qui seront faits sur d'autres méchants. Je pense pas forcément que je les lirai tous parce que c'est pas une saga, c'est pas à lire, vous pourrez lire ponctuellement ceux qui vous intéressent et je pense que je me dirigerai vers des méchants qui m'intriguent, vers des méchants où j'ai envie de connaître leur passé. Et pour commencer avec Anastasie Javotte, c'était vraiment trop bien. Donc je sais pas pareil si ça sera écrit par le même auteur, en tout cas si c'est le même je lirai parce que j'ai bien aimé la plume, j'ai bien aimé la manière dont ça a été fait. Et voilà, j'ai rien de plus à dire, c'était vraiment très chouette avec une fin qui crève un petit peu le cœur. Une belle réussite pour moi, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé. Je vous remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo spéciale sur toutes les sagas qui sont sorties chez Hachette Heroes, thématique Disney, pour vous y retrouver si vous êtes un peu perdu dans ce qui est une saga, ce qui sont des one-shots, ce qui doit se lire à la suite et qu'est-ce qui se fait. Mais en tout cas s'il y en a d'autres dans cette collection, je les lirai avec plaisir parce que voilà, enfin ponctuellement sur les méchants qui m'intéressent,
Mais en tous les cas j'aime trop l'idée, et ça permet vraiment de voir les méchants différemment. J'aimerais trop que le prochain ça soit sur peut-être la mère de Réponse, parce que elle est particulièrement chelou aussi, et je pense que psychologiquement il y aurait plein de trucs à aller creuser, donc ça pourrait être cool. Un livre dont je vais vous parler rapidement parce que j'en ai fait mon avis lecture sur Instagram. J'ai lu le tome 3 des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, publié chez les éditions Gallimard, et je l'ai lu en collaboration avec Gallimard, mais je suis pas rémunérée pour vous en parler dans cette vidéo, j'étais pas obligée, j'avais juste le vlog à faire, donc je vous remets dans la barre d'infos si vous êtes curieux de le voir, mais j'avais une journée à Paris sur le thème du Japon, et j'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir lire ce tome 3, parce que j'avais adoré les deux premiers. Alors j'avais eu un coup de cœur pour le 1 et une très bonne lecture pour le 2, et donc j'avais trop hâte de replonger dans cette ambiance avec Camille Monceau et avec ses personnages. Donc dans cette histoire on suit à la base dans le tome 1 Ichiro, qui est un jeune garçon qui vit, c'est au XVIIe siècle, et on est vraiment dans les terres reculées du Japon, dans les petites montagnes, et il vit à l'abri avec un maître samouraï. Il suit tout un apprentissage avec ce maître samouraï pour justement pour le maniement du sabre. Tout se passe bien, il a vraiment sa petite vie tranquille, c'est pour ça que le début du tome 1, très lent, très contemplatif, vraiment on est là, on suit l'évolution des saisons, on regarde Ichiro grandir et apprendre, et il se passe pas énormément d'événements jusqu'à un événement où le destin d'Ichiro va basculer et où il va devoir fuir, et où là on va plonger à fond dans le cœur du roman, dans les coutumes du Japon. Il y a du théâtre, on découvre des personnages hauts en couleur qui sont pour moi la force du récit, et énorme force du récit encore plus pour moi c'est la plume de Camille Monceau qui fait voyager, qui est très poétique et que j'adore. En fait j'avais vraiment eu un crush pour sa plume, au-delà de l'histoire, même si l'histoire après je me suis complètement laissée embarquer. Et donc voilà, ce tome 1 m'avait complètement embarqué, il y avait aussi l'effet de surprise, la nouveauté d'une nouvelle saga, j'avais vraiment adoré. Le tome 2 on est beaucoup plus dans une ambiance de guerre, donc plus d'action, et donc dans ce tome 3 en fait on revit l'histoire du point de vue d'un personnage féminin qui s'appelle Inaïm, qui est un personnage qu'on voit dans le tome 1, et donc là on resuit l'histoire de son personnage puisque finalement on ne la voit qu'à travers les yeux d'Ichiro dans le tome 1, et donc là vraiment on réapprend à découvrir l'histoire, ce qui nous fait une histoire complètement différente. J'ai beaucoup aimé ce tome 3. Alors déjà retrouver la plume de Camille Monceau ça a été pour moi un vrai plaisir, d'autant que là j'ai retrouvé toute cette poésie du tome 1, et j'ai particulièrement adoré le fait que ce tome-ci soit du coup du point de vue d'un personnage féminin, ce qui soulève plein de nouvelles thématiques qu'on n'avait pas forcément dans les premiers, des choses un peu plus féministes, des notions un peu plus compliquées quand même de l'ordre de l'attouchement, du consentement, du fait de dire oui, de dire non, également le handicap qui fait son entrée. J'ai trouvé que vraiment il y avait des thématiques hyper profondes, hyper intéressantes et importantes dans ce tome 3, peut-être encore plus que dans le tome 1 et 2, après j'ai peut-être moins de souvenirs. Ça m'a beaucoup plu. Après je vous avoue que j'étais peut-être pas à la meilleure période de l'année pour le lire, parce que j'ai un rythme de lecture, pour ceux qui me suivent sur Insta et même dans les autres vidéos j'en parle régulièrement, mais mon rythme de lecture est compliqué en ce moment. On a eu beaucoup d'autres choses à gérer avec Tristan, et du coup j'ai peu lu, et ce qui fait que ce tome 3 je me le suis traîné quand même sur la longueur. En plus il est très gros, mais voilà, ce n'était pas à cause du fait que j'étais pas dedans, c'était juste à cause du fait que je n'avais pas envie de lire. Donc finalement je crois que j'ai mis presque 3 semaines à le lire, mais c'est une saga que j'aime toujours autant, et j'ai hâte de découvrir le 4e tome. Et alors là une lecture que je viens de clôturer à l'instant, juste avant de vous filmer cette vidéo, et ce sera le dernier roman, on passera aux 2 romans graphiques juste après. J'ai lu Le Porte-Lumière d'Aiden Thomas, publié chez les éditions Naos. Franchement j'avais grave flashé sur cette couverture en librairie, je me suis dit bah j'ai envie de l'acheter et j'ai envie de le lire maintenant, donc c'est dans ces cas là où je suis mon envie, parce que je me dis si t'as envie de l'acheter pour le lire maintenant, go. Par contre si c'est pour acheter et le mettre dans ta pile à lire, j'essaye de faire un peu plus attention, et du coup je l'ai acheté, et en effet ça a été ma prochaine lecture, donc je viens de le terminer. C'est quand même un beau bébé parce qu'il fait 530 pages. Ce qui m'a fait énormément envie, c'est au début, donc au-delà de cette couverture que je trouve absolument trop belle, je sais pas si vous voyez le doré ici et tout le titre, mais la première phrase c'est: bienvenue aux épreuves du Porte-Lumière, où 10 demi-dieux encore adolescents s'affrontent pour le plus auguste des enjeux, restaurer le pouvoir du soleil et sauver Reino del Sol des forces du chaos. Donc moi clairement pas besoin de lire autant, j'ai juste vu bienvenue aux épreuves, et j'ai dit ok je te veux. J'avais pas forcément vu énormément d'avis passer, je sais pas, ça m'attirait et ça me faisait envie, et ça a été une très très belle lecture, vraiment ça a été une trop bonne découverte. On va suivre Théo, qui est le fils de la déesse Jade Quetzal. Donc en fait dans ce monde il y a les Jades et il y a les dorés. Les Jades sont des dieux un peu moins puissants, et les dorés sont vraiment la masterclass, vous voyez. Donc les enfants des dorés sont très populaires, sont très connus, ils ont des pouvoirs, enfin c'est des personnes qui sont assez puissantes, alors que les enfants des Jades ils sont clairement vus un petit peu comme le bas de l'échelle. Et donc on va suivre Théo, qui est le fils de la déesse Quetzal, et ce qui explique du coup ses ailes. J'ai adoré la description dès le début, c'est vraiment magnifique. On arrive dans un décor hyper luxuriant, hyper jungle. En fait je m'y voyais trop, j'avais trop envie de m'y balader. Il y avait des oiseaux colorés de tous les côtés, les gens ont des familiers. Donc on va suivre ce jeune garçon qui a toujours rêvé de devenir Porte-Lumière, sauf que Porte-Lumière c'est un
rôle qui depuis des années, depuis des décennies est dédié à un doré parce que c'est un rôle qui est très très important et les dorés, leur rôle c'est de protéger la population, de sauver la population, donc quand il y a des incendies c'est les dorés qui interviennent, etc. Bref, donc Théo va aller à la cérémonie du choix des demi-dieux qui vont participer à l'épreuve du porte-lumière et en fait quand tu es dans l'assemblée tu as une lumière qui s'allume au-dessus de ta tête si tu as été choisi. Donc il y a évidemment sa meilleure amie qui va être choisie puisque elle c'est une dorée et il va avoir la surprise évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire, vous vous en doutez depuis le début, il va avoir la surprise d'être choisi lui aussi. Donc ils sont 2 jades à être choisis, lui et un autre garçon et sinon c'est 8 dorés qui sont choisis et donc là va s'en suivre 5 épreuves pour avoir le nouveau porte-lumière. On nous vend pas un livre d'épreuves avec très peu d'épreuves, il y a vraiment des épreuves qui sont longues, qui sont décrites, même s'il y a des longs passages entre les épreuves qui plantent le décor, qui nous apprennent à connaître les relations entre les personnages, mais j'ai vraiment aimé les épreuves, j'ai trouvé que c'était des vraies épreuves cool où on est à fond dedans avec un vrai classement qui se fait à la fin. J'ai beaucoup aimé les relations entre les personnages, l'évolution des relations, c'est vraiment un roman où je me suis pas ennuyée une seule seconde. J'ai mis du temps à lire parce que j'ai lu ça en 2 jours mais sinon ça faisait genre plus d'une semaine que j'étais là-dessus, mais ça a été une très très belle découverte. On a une belle diversité de personnages dans ce roman, même si c'est pas ça qui me fait aimer un roman ou pas, parce que j'aurais apprécié le roman même sans ça, mais je le notifie au cas où c'est important pour certains d'entre vous. Juste petit truc, il y a énormément de personnages, de noms de dieux, de déesses, de machins, qui font qu'à un moment donné j'étais perdue parce qu'en plus c'est des noms du style, pas des trucs faciles à prononcer, et du coup je me disais ouais toi je sais plus qui t'es, mais en vrai j'ai fait un peu abstraction de certains noms de déesses, j'ai dit vas-y même si j'oublie qui elle est c'est pas grave, il y en a vraiment beaucoup. Le principal, je me suis concentrée sur les 10 adolescents qui passaient les épreuves et ça a été une trop bonne découverte, donc franchement je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Si vous aimez les épreuves, le rapport à la mythologie, les pouvoirs, les dieux, déesses et tout, franchement je pense que ça pourra vous plaire. Et donc on va passer à mes dernières lectures BD, romans graphiques, avec une excellente découverte et une déception malheureusement. Je vais commencer par la déception pour finir sur une bonne note et je suis d'autant plus déçue parce que c'est une maison d'édition que j'adore, je vous en ai souvent parlé, c'est la maison d'édition Kinaï. Alors c'est une déception non pas que j'ai passé un mauvais moment, c'est juste que depuis le début quand je lis des BD Kinaï je surkiffe et là c'était juste un peu plus décevant que ce que j'avais en tête. J'ai donc pu découvrir Grace a besoin d'espace, donc publié chez les éditions Kinaï sur une jeune fille qui s'appelle Grace et qui vit avec ses 2 mamans. Alors elle vit pas vraiment avec ses 2 mamans parce qu'elle en a une qui est, je sais plus exactement le terme, je sais plus si c'est ingénieur ou quoi, mais elle vit principalement avec cette maman et elle s'ennuie, elle est en admiration totale devant son autre maman qui est dans un vaisseau spatial et donc qui explore différents territoires et donc elle n'a qu'une hâte, c'est que sa maman rentre et qu'elle puisse partir en exploration puisque c'est prévu depuis des semaines, donc elle n'attend que ça, elle surveille l'heure sur son téléphone pour savoir à quel moment sa maman va arriver à la station spatiale et où elle va pouvoir embarquer avec elle, et donc Grace va embarquer avec cette maman. On va suivre Grace du coup qui va partir en périple avec sa maman, qui avait plein d'idées amusantes, plein de choses en tête à faire dans ses journées un peu de vacances pour elle et qui va se retrouver finalement face à une maman débordée de travail qui a peu de temps à lui accorder. Grace va se sentir seule et voilà, j'avais hâte de voir un petit peu toutes ces thématiques familiales qui allait être abordée avec quand même encore une fois cette inclusivité puisque Grace a 2 mamans, tout ça dans un roman graphique et dans un univers un peu beaucoup SF forcément avec le côté très spatial. Donc je vous montre un petit peu les planches de couleurs, c'est assez doux comme couleur. J'ai bien aimé les dessins, c'est pas forcément ce que j'adore mais c'est pas ce que j'aime pas non plus, je suis assez neutre sur ce style de dessin. Je sais pas si c'est que je me suis ennuyée, j'ai pas retrouvé la profondeur que j'attendais dans ces thèmes. La relation que Grace a eue avec sa maman pendant toute l'histoire du coup ça m'a irritée, j'étais énervée en fait et j'aime pas être énervée, pourtant c'est peut-être le but recherché que ça nous énerve ce genre de relation. Mais même la fin en fait ne m'a pas apaisée. Je pense avoir réussi à cerner ce que l'auteur voulait véhiculer comme message mais pour moi ça a pas été forcément bien fait ou pas fait avec assez de justesse ou de profondeur. On n'a pas été assez titillé les thématiques que j'avais envie de retrouver dans ce roman et du coup ça m'a laissé un sentiment de bof, ouais vraiment bof, d'autant que dans tout le livre il y a également plein de passages parce que Grace est passionnée d'espace et de plein de choses et du coup elle regarde plein de reportages sur sa tablette et donc nous ça nous met des gros pavés de choses très techniques sur l'entretien des vaisseaux etc et j'ai trouvé que ça alourdissait le récit. Alors j'aurais pu ne pas les lire mais genre c'est perturbant de lire une BD et de ne pas lire tous les textes mais il y a des choses où je me suis dit c'est long et je lisais en diagonale en fait et donc voilà, pour une BD lire en diagonale ça aurait pu être cool de par les thématiques abordées et puis parce que de toute façon de toutes les découvertes que je fais chez Kinaï en général je suis jamais déçue. Là c'est une petite déception pour moi, je pense que c'est celle que j'ai le moins aimée depuis le début parmi tout ce que j'ai reçu mais ça n'empêche pas que si vous êtes curieux, écoutez, vous pouvez découvrir ce titre. Moi je pense que c'est juste les personnages, j'ai pas été particulièrement touchée par eux. La fin aurait pu être cute mais genre vraiment pareil, elle a pas été assez, il aurait fallu peut-être 10 pages de plus pour vraiment être encore plus
avoir encore plus la thématique que je voulais. Je sais pas, il m'a manqué un truc, j'ai un peu survolé l'histoire et j'ai pas particulièrement été touchée. J'ai plus que 3 minutes pour vous parler du dernier livre, ça va être chaud, on va voir. J'ai lu Lightfall, la dernière flamme, publiée chez Gallimard, un livre qui était dans ma palle depuis une éternitate, puisque quand je vous en ai parlé, je crois que c'était l'été il y a 1 an peut-être ou 2 ans, et vous avez été plein depuis à le lire avant moi et à me dire ah tu m'avais trop donné envie de lire Lightfall, j'ai adoré, et moi j'étais là en mode mais je t'ai donné envie mais je l'ai toujours pas lu moi-même donc il fallait que je remédie à ça, et donc j'ai découvert Lightfall, BD où j'étais particulièrement tombée amoureuse des couleurs, des planches et de cette ambiance très magique et aventure qu'il avait l'air en tous les cas de s'en dégager. On va donc suivre Béa qui vit avec son grand-père qui est un cochon sorcier et qui perd petit à petit la mémoire. Et un matin, Béa va se rendre compte que son grand-père a disparu, ce qui l'inquiète énormément puisque, comme je vous dis, son grand-père perd la mémoire et elle a peur qu'il ne retrouve pas tout seul le chemin de la maison. Elle va rencontrer Cad, un Galdurien, qui est un personnage très attachant, donc qui est cette petite créature-ci. Et voilà, on va partir dans une aventure avec de l'amitié, également la thématique d'anxiété qui est abordée puisque Béa est atteinte d'anxiété, d'anxiété. J'ai adoré cette BD, ça aurait pu durer 500 pages de plus, je crois que j'aurais adoré. La bonne nouvelle c'est que le tome 2 est déjà sorti. Je sais pas trop ce que je peux vous en dire de plus parce que les BD je trouve ça dur, surtout quand on a adoré. Quand il y a des choses à dire comme pour la BD d'avant, j'arrive plus à savoir. Après une BD que j'ai adorée dans son entièreté, c'est difficile. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai trouvé les thématiques très bien amenées. Les couleurs pour moi c'est gros coup de cœur, je pense que c'est ce qui est responsable en partie de ce très bon moment de lecture. J'ai trouvé ça très juste, très beau, cette belle notion d'amitié, de courage, de famille avec son grand-père qu'elle veut à tout prix retrouver, et c'est surtout que ce tome 1 nous laisse quand même sur une big menace qui me donne trop envie de plonger dans le tome 2. Je vous conseille à fond cette BD si vous êtes des amoureux de magie et que vous avez envie de retrouver ces thématiques un petit peu que je vous ai citées avant, voilà, n'hésitez pas parce que c'était trop bien. Cet avis lecture est terminé, je pense que je vais pas avoir le temps de faire ma conclusion. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous font envie, si vous les avez lus ou pas, si vous avez le même avis que moi. J'ai vraiment découvert des pépites ces derniers temps. Voilà, je vais aller tout de suite me lancer dans une nouvelle lecture puisque, comme je vous le disais, je viens de terminer celui-ci, donc let's go commencer une nouvelle lecture. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à dimanche dans une nouvelle vidéo. Ciao!